Je suis actuellement aux Nations Unies dans le cadre de la session annuelle avec la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, d'où mon intervention à travers cette vidéo, mais je suis en même temps très heureux de participer à l'ouverture de ce colloque de défense et stratégie, dans la mesure où je coopère très bien avec ce think tank dont je connais bien les responsables et qui, je dois le dire d'ailleurs, a été un des premiers à pressentir l'importance du travail que nous avons fait au sein de notre commission sur les enjeux de cyberdéfense et notamment sur le rapport qui a été adopté à l'unanimité par mes collègues il y a maintenant bientôt 1 an et demi. Vous avez été des précurseurs et je vous en serai toujours reconnaissant, de même que vous êtes partie prenante du club de sénateurs de toute sensibilité politique que nous sommes en train de mettre sur pied pour à la fois poursuivre le travail de sensibilisation du monde politique, mais également pour être attentif aux évolutions législatives, réglementaires et plus généralement politiques sur ce sujet qui a été un peu une des, j'allais dire, des vedettes invitées du dernier livre blanc. À propos d'ailleurs du livre blanc, dont l'actualité est maintenant portée par la loi de programmation militaire, le livre blanc, c'est vrai, a repris l'essentiel des préconisations de mon rapport et du travail collectif que nous avons fait au sein de la commission. Et je dois dire que c'est plutôt encourageant, parce que le livre blanc de 2008 avait pointé le retard français, avait permis de poser un certain nombre de jalons, comme par exemple la création de l'ANSSI, tout simplement, et le début de moyens mis en œuvre pour mieux nous protéger par rapport à cette menace qui avait été à l'époque qualifiée de majeure. Mais lorsque je me suis impliqué dans ce dossier, le retard français était loin d'être comblé, et je dois dire qu'aujourd'hui, année après année, la situation s'améliore. Et il était naturellement important que le livre blanc actuel et surtout la loi de programmation militaire, de manière concrète, prennent en compte cette nécessité de combler ce retard, d'autant plus que l'actualité récente a été riche d'événements, d'incidents, d'offensives en matière de cyberdéfense, de cybercriminalité. Enfin, donc aujourd'hui, le livre blanc, alors qu'on est dans un contexte de budget extrêmement contraint, même de baisse d'un certain nombre de dépenses, de moyens, mais en matière à la fois de renseignement, bien sûr, mais spécifiquement en matière de cyberdéfense, et plus généralement d'ailleurs de cybersécurité, de lutte contre la cybercriminalité, le livre blanc marque une priorité. Une priorité bien sûr budgétaire, c'est-à-dire que les moyens de l'ANSSI vont enfin, en peu d'années, se situer avec la qualité française au niveau de nos grands voisins allemands et britanniques. Et ça, vraiment, c'est extrêmement important, parce que l'ANSSI, qui est aujourd'hui reconnue tant par le monde militaire, administratif que les entreprises, va pouvoir jouer pleinement son rôle. Les moyens à proprement parler militaires, pilotés par l'état-major cyber au sein de nos armées, sont également confortés. Les moyens de la Direction générale de l'armement, qui fait un travail de recherche-développement tout à fait considérable, et qui permet de préserver une certaine avance française, est également renforcé. Donc tout cela est extrêmement positif. Naturellement, ça suppose un suivi, budget après budget, mais je n'ai pas de doute que nous ayons franchi le pas. Il n'y a pas que la dimension financière. Sur le plan juridique, réglementaire, les moyens de l'ANSSI, c'était aussi une de mes propositions
du rapport de la Commission au Sénat ont été renforcés. Je vous donne juste quelques exemples. Les opérateurs d'intérêt vital, qui structurent quand même une nation, sa souveraineté, que ce soit des grands services publics, l'énergie, le contrôle aérien, les transports, les banques, et bien sûr certaines entreprises stratégiques, publiques ou privées, vont avoir, je dirais, un contact renforcé encore avec l'ANSSI, une obligation de déclaration d'incident, ça c'est très important, mais un jour ça devra d'ailleurs s'étendre à toutes les entreprises, à tous les organismes, mais dans un premier temps c'est un pas significatif. Également, au-delà de cette déclaration d'incident qui naturellement renforce la connaissance le plus en amont possible des problèmes, il y aura également la capacité pour l'ANSSI, dans certaines situations particulièrement graves, de donner à ces opérateurs un certain nombre de prescriptions. On peut aller d'ailleurs jusqu'à couper les circuits pour éviter les conséquences d'une attaque massive. Et c'est aussi la possibilité, lorsqu'il y a des menaces particulièrement graves, de mettre en œuvre, de déployer dans un cadre légal une démarche, je dirais, offensive, en tout cas de riposte. C'est peut-être d'ailleurs le début du commencement de ce que je souhaite depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y ait une doctrine d'emploi en matière offensive, puisque nous avons également, pour nous défendre, une capacité offensive. C'est aussi comme cela qu'on est respecté. Donc, au fond, cette journée arrive à point nommé. Il y a de nombreux sujets qui méritent d'être approfondis. Bien sûr, les conséquences des décisions liées à la loi de programmation militaire, mais également l'émergence du concept de cybercriminalité et de cybersécurité dans tous les aspects de notre vie. Bien sûr, la défense nationale, la souveraineté, mais aussi nos intérêts économiques par rapport au risque d'espionnage, voire même de paralysie, si certains agresseurs le décidaient, de certains éléments importants du fonctionnement de notre pays. Et il y a bien sûr cette dimension-là, mais il y a également, je dirais, toutes les opportunités que nous offre cette montée en puissance des enjeux de cybersécurité, opportunités en matière d'emploi, opportunités en matière industrielle, avec là aussi d'ailleurs le souci de développer une industrie nationale, voire européenne, sur un certain nombre d'équipements, notamment d'équipements sensibles, mais plus généralement de faire de l'industrie en matière cyber, comme on l'a fait pour l'aéronautique et le spatial, une success story française et européenne. Et je dois dire que là, il y a encore du chemin à parcourir, parce que les discussions européennes commencent tout doucement à prendre un sens concret avec le récent projet de directive, sur lequel d'ailleurs, avec mon collègue Jacques Berthoud, nous sommes également penchés au sein de la Commission, et nous avons d'ailleurs adopté un certain nombre d'amendements par le Sénat. Il y a donc des perspectives aussi de partenariat, notamment en matière industrielle, avec certains pays, pas forcément avec tout le monde. Quand on est trop nombreux, c'est le cas de l'Europe, il y a toujours le problème des maillons faibles, alors que quand on choisit son partenaire, on peut développer des stratégies industrielles ensemble, et il y a un véritable potentiel. Et il y a aussi des enjeux au niveau de la population, de tout un chacun, de la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est le fameux concept d'hygiène de base, qui vaut tant pour les entreprises que pour les particuliers, dont parle régulièrement Patrick Payoux. Voilà quelques pistes, il y en a tant d'autres. Vous l'avez compris en m'écoutant, je reste extrêmement mobilisé et motivé sur ces problématiques, et j'espère bien sûr que nous aurons bientôt l'occasion de nous retrouver à travers d'autres manifestations, non pas par écran interposé, mais de manière plus directe et plus naturelle. Merci et bons travaux.